va démarrer dans à peu près 1 minute. Je vois que vous êtes déjà nombreux. C'est super, je vois que le sujet accroche bien et, euh, et ça va nous permettre d'avoir une bonne présentation et j'espère beaucoup d'échanges aussi, puisque je vais vous inviter à échanger avec moi. Euh, Cet événement est enregistré. J'espère que ça ne pose de problème à personne. Euh, je vais commencer donc par me présenter brièvement et puis on abordera les 3 sujets intéressants du webinaire du programme aujourd'hui. Dans un premier temps, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux de joie, de bonheur, de réussite dans vos projets et puis surtout de bonne santé pour la nouvelle année, pour 2023, avec une année qui s'annonce très intéressante à mon sens, à tous les points de vue, sur les sujets Web3, crypto, sur les sujets de paiement. Il y aura pas mal d'innovations. Et puis, on va en voir quelques-unes là, des sujets intéressants qui sont à venir dans les mois qui viennent. Avant de commencer, donc, un petit peu de logistique. Vous voyez ici en haut de mon écran un bouton rouge, cliquez ici, prendre un rendez-vous. Donc là, ça vous permet de prendre un rendez-vous avec moi directement sur mon agenda. Donc là, on peut fixer un rendez-vous de 30 minutes où vous pouvez me faire part de vos questions, d'un projet, des questions que vous vous posez sur des sujets d'intégration de services de paiement, des sujets crypto, des sujets blockchain, ou même de solutions innovantes de financement, puisque je traite aussi ces sujets-là. Ça peut être sur des aspects produits, des aspects prestataires, fournisseurs, ou bien même des sujets d'ordre général. Voilà. Faites-moi part de vos projets. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour me dire ce qui se passe et si vous avez des questions en particulier. J'essaierai d'y répondre avant la fin de la réunion. Donc, je vous invite dès maintenant à me faire part de ces sujets. Si vous en avez des questions qui vous bloquent dans l'avancement d'un projet, ou vous posez, et si je peux y répondre, je le ferai. Sinon, on prendra rendez-vous et puis il y aura un suivi et on essaiera d'y répondre. Autre chose aussi, je vais publier un replay sur YouTube de ce webinaire. Donc, vous pouvez le partager, vous pouvez le revisionner. Et puis voilà, après je communique avec vous avec un email de suivi après la présentation. Donc Azuli, Azuli, c'est mon cabinet de conseil, conseil spécialisé dans tout ce qui est fintech embarqué, donc mise en place de solutions innovantes de financement ou de paiement, de plus en plus liées à la blockchain et au Web3, puisqu'on arrive à un moment charnière entre le monde du paiement traditionnel et le monde du paiement crypto qui commence à se parler. Voilà, donc j'interviens au niveau du cadrage stratégique de votre offre, l'intégration de services de paiement, l'intégration de crypto, éventuellement de choix technologiques, un cadrage réglementaire aussi. Donc voilà, en phase de cadrage, ensuite choix des partenaires, des prestataires, puisque je connais bien tout l'écosystème paiement. Et puis, après ça, dans la mise en place des processus opérationnels liés à votre nouvelle offre et à la création de valeur que vous apportez à vos clients par l'intégration de ces nouveaux services. Donc voilà, cabinet de conseil indépendant, je travaille avec d'autres consultants indépendants spécialisés sur des produits ou sur des sujets, comme la réglementation financière par exemple. J'accompagne des clients sur tous ces sujets, avec des partenaires quand je ne peux pas faire le travail moi-même. Je vous invite là, dès maintenant, à utiliser le chat pour me faire part de vos questions. Donc, si vous avez des sujets, des projets et que vous posez des questions, c'est le moment, c'est du conseil gratuit. Si je peux y répondre tout de suite, si c'est plus compliqué, on verra ça par la suite. On va démarrer la présentation. Donc, on va traiter de trois sujets aujourd'hui en une demi-heure. On va faire un petit point sur le Web3, donc qu'est-ce que c'est,
à quoi ça sert, quel est le lien avec le paiement, comment on passe d'un monde de paiement traditionnel à un monde de paiement et d'accès à des services via des cryptos. Et puis les différentes solutions justement pour créer cette passerelle et pouvoir passer d'un monde à l'autre. On fera un petit point aussi sur les stablecoins euros, puisqu'il y a, je vais vous donner un état des lieux et puis un point sur les cas d'usage qui sont actuellement en cours ou à venir. Et puis, on va aussi traiter de l'euro numérique, puisque c'est un sujet d'actualité avec des expérimentations en cours, avec un sujet qui est pris à bras-le-corps par la Banque centrale européenne et puis par les banques centrales des pays européens. Voilà, on fera le point là-dessus. Excusez-moi, j'ai une erreur sur ma slide, là, ce ne sont pas ces bullet points du dessous, mais on va bien traiter de l'euro numérique dans ma présentation. Je passe vite sur cette slide erronée. On va attaquer le premier sujet, le paiement dans le Web3. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Donc le Web3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un mouvement, c'est un petit peu l'Internet, la troisième génération de l'Internet tel qu'on le connaît. C'est un mouvement qui vise à créer des plateformes et des nouveaux sites Internet ouverts, plus transparents, qui permettent un meilleur contrôle des données de l'utilisateur par l'utilisateur. Et pour ça, bien, ça fait appel à des technologies sous-jacentes un petit peu différentes de celles qu'on connaît dans le Web 2. Et ça vise à apporter une meilleure sécurité, plus de confidentialité et plus de protection de la vie privée. Donc ça, c'est vraiment les objectifs affichés et clairs et nets des nouvelles plateformes dites Web3 qui sont en service aujourd'hui ou en construction. On parle aussi, il y a un objectif qui est aussi un partage plus équitable de la valeur créée. Donc il y a un certain nombre d'éléments de partage de valeur qui peuvent être faits, puisque très souvent ces sites et ces plateformes Web3 s'appuient sur des technologies blockchain et font appel à des cryptos, des NFT. Et donc ça permet avec la programmation des smart contracts de partager la valeur de manière plus équitable entre les parties prenantes et les contributeurs à un service ou un produit. Ça se veut plus inclusif aussi pour ces raisons de confidentialité. Ça crée une plus grande distance entre l'individu et ses données personnelles et puis la plateforme, le fournisseur de services. Et puis, eh bien, ça vise aussi à apporter plus d'autonomie aux utilisateurs et aux développeurs grâce à l'utilisation de ces blockchains et puis des cryptos et de la programmation que ça peut apporter, de l'automatisation. Donc les caractéristiques de ces plateformes, eh bien, c'est qu'on va mettre une plus grande distance, comme je le disais, entre l'utilisateur personnel, son identité personnelle, et puis son accès au service, avec l'utilisation de pseudos. Donc on ne se connecte plus avec une adresse email et un mot de passe, mais on va se connecter avec un wallet. Et c'est ce qui est dans ce wallet qui va permettre de donner des permissions, un petit peu comme des clés d'accès à tout ou partie des services proposés sur la plateforme. Donc on va se connecter avec son wallet plutôt que son adresse email. Et puis, une fois qu'on est connecté, la plateforme va avoir accès au contenu du wallet, ou du moins vous pourrez le mettre en valeur pour accéder à différents services. Donc, si vous avez un NFT dans votre wallet, un NFT très exclusif, très particulier, que vous avez obtenu par des interactions avec une marque ainsi qu'une plateforme, ou bien vous avez acheté, eh bien vous pourrez l'utiliser, ça vous donnera accès à des services exclusifs auxquels les autres utilisateurs qui n'ont pas ce NFT n'auraient pas accès. Voilà un peu le type d'utilisation qu'on peut faire. Il y aura aussi un chiffrement des données personnelles plus important que sur des sites et des plateformes actuelles en Web 2. Et puis, voilà, ce fameux accès à des produits ou des services, des contenus grâce à des cryptos et des NFT, c'est ce que je viens de dire
Voilà les caractéristiques du Web3. Et quel est le lien avec le paiement dans tout ça? Eh bien, c'est que pour pouvoir démocratiser l'accès à ces plateformes, il va falloir que les gens prennent l'habitude d'avoir des wallets pour pouvoir se connecter aux plateformes. Donc avant, sur le Web 2, comme on a vu, on se connectait avec qui on est, son adresse email, donc, et ce que l'on sait, son mot de passe. Eh bien, dans le Web 3, c'est plutôt ce que l'on a. Et ça crée une plus grande distance et ça anonymise un peu l'accès aux services et aux produits. Plus de protection des données par ce biais-là. Il faut avoir des cryptos dans son wallet si on veut accéder aux services ou si on veut pouvoir faire des transactions sur les plateformes. Et pour avoir accès à des cryptos, eh bien, il faut, pour pouvoir charger son wallet, il faut en général les acheter ou les obtenir par des drops de crypto sur différentes plateformes. Et pour les acheter, eh bien, il faut bien pouvoir dépenser son argent sonnant et trébuchant, son argent fiduciaire, sa fiat monnaie, pour pouvoir acheter ces cryptos. Donc le paiement va se faire en crypto ou en stablecoin, et ça va permettre de payer sur ces plateformes Web3 avec des paiements programmables, des paiements automatisés, bien entendu avec une vérification du wallet en question, une traçabilité des transactions puisque ces transactions sont inscrites sur les blockchains. Ça va permettre aussi de faire un grand nombre de transactions sur ces plateformes Web3 sans passer par des tiers. Donc, on est passé par sa banque ou par un skin card si on a voulu acheter ses cryptos à travers différentes méthodes offline ou online initialement. Mais une fois qu'on est dans l'environnement Web3, on ne passe plus par ces tiers qui fournissent ces rails de paiement. Et on va transacter directement avec les cryptos qui vont s'échanger de wallet à wallet. Ça peut permettre une réduction des coûts par rapport à des paiements traditionnels. Et ça peut donc être intéressant pour des marchands, des PME, des TPE ou des marques qui vont proposer des produits, des services sur ces plateformes. On va donc avoir plus de modes de paiement alternatifs grâce à ces échanges de NFT ou de crypto qui vont donner accès à des services ou des produits. Voilà un petit peu le lien. Mais d'une façon ou d'une autre, on vit quand même dans une économie gérée par l'argent fiduciaire. Et le gros des transactions se fait en fiduciaire. Et du coup, il va falloir quand même acheter ces cryptos. On a pour ça des portes d'entrée qui vont faire communiquer ces deux mondes. Ce qu'on appelle le on-ramp en anglais, c'est finalement une entrée dans le monde des cryptos depuis le monde du paiement traditionnel et des monnaies fiduciaires. Donc ça, c'est du vocabulaire, le on-ramp et le off-ramp. Et le off-ramp, c'est la porte de sortie, c'est ce qui va permettre de transformer des cryptos en monnaie fiduciaire pour ressortir son argent une fois qu'on en a le besoin ou l'envie. Voilà, deux termes qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation. Et on va maintenant étudier ces fameuses portes d'entrée. Donc, on a finalement trois moyens d'accéder, de charger un wallet avec des cryptos. Soit on va sur un exchange centralisé, un CEX, Centralized Exchange, et on va acheter des cryptos, alors soit par carte, soit par virement, avec un virement entrant sur la plateforme, soit éventuellement certaines nous proposent, c'est assez rare, mais du prélèvement. Et on va pouvoir donc charger ces euros sur cette plateforme, sur cette bourse d'échange, transformer ça en crypto et ensuite transférer ces cryptos vers son wallet qui va être la plupart du temps un wallet MetaMask et qui va permettre de se connecter aux plateformes Web3 pour venir accéder à du contenu ou des produits ou des services. Donc ça, c'est un peu encombrant, c'est un peu compliqué. Il faut faire son KYC, ouvrir un compte sur la plateforme centralisée, aller acheter donc charger son compte avec des euros, ensuite transformer ça en crypto, ressortir ces cryptos sur son wallet externe
Voilà, c'est long et compliqué. On a une autre solution que proposent certains fournisseurs et prestataires de solutions on-ramp ou off-ramp, qui est d'intégrer dans la plateforme de service, donc dans le site web ou la plateforme qui va proposer ces services Web3, d'intégrer directement cette gateway, cette porte d'entrée, pour transférer de l'argent fiduciaire, le changer en stablecoin euro ou dollar ou en autre coin, en autre crypto, pour pouvoir, une fois qu'on a connecté son wallet, le charger directement et accéder aux services dont on a besoin. Donc ça facilite énormément l'accès aux services, tout simplement, pour les nouveaux entrants. Donc ça, c'est intégrable par API, ça peut être de la marque blanche, et il y a des prestataires et des fournisseurs de ce type de service qui font ça très bien. Donc il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle Circle, que vous connaissez puisqu'ils ont un stablecoin en dollars majeur, et puis maintenant un stablecoin en euros. Donc c'est l'USDC en dollars, et puis l'EuroC, l'Eurocoin en euros. Et ils fournissent ces services d'on-ramp et d'off-ramp que vous pouvez intégrer dans vos plateformes. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont intéressants à étudier aussi. Vous avez une troisième solution qui est finalement de travailler avec un acteur du monde fiduciaire traditionnel et qui est réglementé, donc qui en général peut être une banque, ou peut être un émetteur de cartes, un émetteur de monnaie électronique ou de services de paiement, et qui va vous permettre d'utiliser, de charger un compte ou un sous-compte, un compte qui vous est propre et dédié, dont vous êtes titulaire ou pas. Ça peut être aussi dans un compte piscine tenu par cet établissement réglementé, et puis un sous-compte qui vous est dédié. Vous allez donc charger des euros avec votre carte bancaire ou avec un virement ou un prélèvement, d'une façon, en utilisant les services de paiement traditionnels. Et vous allez convertir ça en stablecoin euro instantanément, automatiquement. Et après, la conversion dans les cryptos dont vous avez besoin pour soit investir, soit trader, soit accéder à des services, va se faire sur une autre plateforme, sur une plateforme crypto, réglementée elle aussi, avec toute la conformité, mise en conformité de ces échanges qui est nécessaire et qui doit être proposée. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez aussi créer votre propre on-ramp ou off-ramp en intégrant les services d'un partenaire bancaire dans votre plateforme. Donc, Anne, merci pour votre participation. Désolé que tu dois partir. Je regarde mon chat en même temps. Voilà, donc ça, c'est trois grosses solutions pour arriver à permettre de donner accès à vos services Web3 à des utilisateurs plus facilement. Et ça, je peux vous conseiller là-dessus. On peut en reparler si vous avez des besoins et des projets. Alors, il y a un petit commentaire de Florian, sans oublier la solution plus ancienne, le peer-to-peer, effectivement, où là, oui, bien sûr, on peut s'échanger des cryptos en peer-to-peer et permettre d'accéder à des services. Les tendances, donc en fait, ces services Web3, sur on-ramp, sur off-ramp, donc c'est aujourd'hui beaucoup pour des gens qui sont déjà dans le monde des cryptos et qui veulent profiter de cette confidentialité, de cette distance avec leurs données personnelles, de plus de sécurité, de plus de traçabilité, comme on a vu. C'est assez disruptif pour un certain nombre d'acteurs établis. Et donc, les PSP, les prestataires de services de paiement, j'en nomme trois ici, Stripe, Adyen, les filiales de BPCE, Payplug, anciennement d'Adenis, qui proposent aussi des services de paiement en marque blanche à des marchands ou à des acteurs. Ces gens-là, ils sont un peu... ils voient ce monde des cryptos arriver, ce monde des paiements moins chers et avec un accès qui va se démocratiser, qui va venir disrupter leur business, éroder leurs marges. Et c'est un peu compliqué pour eux, mais ils ne peuvent pas passer à côté non plus. Donc, ils sont en train de se pencher sur la question
de façon active. Stripe, Adyen et BPCE sont des établissements de crédit, donc ils peuvent proposer du crédit, ils peuvent proposer tout type de services bancaires à tous leurs utilisateurs, que ce soit côté marchand ou que ce soit côté consommateur. Et ils vont assez rapidement permettre d'utiliser leurs services et étendre leurs services au stablecoin euro et puis à l'euro numérique quand il sera déployé et aux cryptos en général. Ils vont vers ça. Le pivot entre donc ceux qui fournissent ces services d'acceptation de paiement, les PSP, et puis les émetteurs de cartes et les émetteurs de services de paiement, qui eux sont en contact avec les consommateurs, les utilisateurs finaux, et fournissent des services, eh bien le point de pivot, ce sont ces fameuses monnaies digitales, crypto. Donc le problème auquel a été confronté le marché, en fait, c'est qu'il y a deux problèmes qui ont freiné un petit peu l'adoption des cryptos sur les transactions de paiement. C'est la volatilité des cours et l'instabilité des cours des cryptos, avec aussi les scandales qu'on a connus, y compris sur des stablecoins algorithmiques comme Terra. Mais moi, je pense que les stablecoins euros vont apporter, bien entendu, de la stabilité. Donc, on va pouvoir faire des transactions maintenant. Ce problème de volatilité va être un peu effacé. On va pouvoir faire des paiements plus facilement, et notamment sur ces plateformes Web3, grâce aux stablecoins. Et puis, quand l'euro numérique sera là, eh bien aussi, il aura sa place, puisque ce sera une monnaie de banque centrale digitale qui pourra être utilisée sur ces plateformes au même titre qu'un stablecoin euro, en effaçant tout le problème de volatilité et puis en apportant de la confiance. Donc voilà, les tendances pour moi, c'est que les PSP d'une part, côté marchand, vont commencer à proposer des solutions d'acceptation de paiement en crypto, en point de vente ou online. Des nouvelles façons de payer vont apparaître et on va pouvoir dépenser ces stablecoins et ces cryptos directement en boutique ou online ou offline. Les scheme cards aussi, Visa, Mastercard, les émetteurs, les schemes vont eux aussi être disruptés par ces nouveaux services de paiement qui vont éroder leur marge, leur part de marché, et ils vont réagir. Ils sont déjà en train de travailler sur, bien entendu, tous ces sujets de façon très active et pour proposer des solutions aux consommateurs, aux utilisateurs finaux et aux émetteurs de cartes, de façon à ce qu'on puisse assez facilement maintenant faire de l'on-ramp et de l'off-ramp depuis une carte. Les banques, elles sont aussi disruptées, puisque à partir du moment où il y a des monnaies digitales, des cryptos stables, eh bien, on va avoir des dépôts bancaires vers des wallets, et donc il y a du dépôt qui va échapper aux banques. Et si le dépôt échappe aux banques, eh bien, ça veut dire moins d'échanges scripturaux, moins d'émissions de monnaie scripturale par les banques, et ça veut dire aussi donc un business model disrupté avec des marges qui s'érodent. Ils ne peuvent pas passer à côté non plus et laisser ça filer à d'autres acteurs privés qui plus ou moins réglementés, et ils sont sur ces sujets. Donc on voit Delubac qui est devenu PSAN, Société Générale aussi. PSAN, c'est prestataire de services en actifs numériques. Et ils proposent justement des solutions d'on-ramp, d'off-ramp. Société Générale travaille activement sur son propre stablecoin, alors plus pour des besoins B2B que B2C aujourd'hui. Mais ils travaillent dessus de façon très forte. Et puis, il y a plein d'autres banques dans le monde qui sont sur ces sujets aussi. Donc voilà, les tendances, ça va être que les acteurs traditionnels vont, sous la menace, proposer des solutions. On va rentrer un peu dans le détail maintenant de ces fameux stablecoins euros. On va faire un petit point assez bref. C'est un vaste sujet. Et si vous voulez plus d'infos, on pourrait en reparler. Et puis, je fais aussi une conférence que j'organise, une matinale de la DeFi avec Finance Innovation le 7 février. Donc là, j'ai 2 tables rondes, une sur le stablecoin euro et une sur l'euro numérique.
où je fais intervenir justement les acteurs de ces différents sujets. Donc, il y aura 2 tables rondes successives à partir de accueil à 8h30 et on démarre les panels à 9h. Ça dure 1h30, c'est assez court. Je vous invite à suivre Finance Innovation et puis mon LinkedIn pour venir à cet événement en présentiel ou en digital. Voilà, donc un petit point sur le stablecoin euro. Le stablecoin euro, on va prendre l'exemple, il est assez récent. Il y en a plusieurs qui sont sur le marché aujourd'hui avec plus ou moins de liquidité. Mais si on regarde le marché sur ce qui s'est passé avec les stablecoins en dollars, qui existent depuis maintenant pas mal d'années, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 10% du marché des cryptos. Donc d'abord, il y a 2 types de stablecoins. Il y a ceux qui sont un collatéral en monnaie fiduciaire et qui sont collatéralisés par des paniers de monnaie de banque centrale ou bien des monnaies uniques. Et puis il y a ceux qui sont algorithmiques et qui s'adossent, qui créent un équilibre entre le collatéral qui est en crypto en général et puis l'émission, la circulation et la liquidité des coins. Et ces deux types de maintien d'un équilibre, d'une parité entre la crypto émise et son collatéral, soit avec juste dans une tirelire le même nombre d'euros que le nombre de stablecoins euros qui sont émis, soit ou USD, soit par des paniers de crypto. L'un est plus sûr que l'autre. Bien entendu, on a vu le problème de Terra qui a explosé en vol parce que son algorithme n'a pas su tenir une baisse du cours des cryptos auxquels il était adossé. On voit que depuis historiquement, les stablecoins en USD représentent 10% du marché, notamment du marché crypto global, un peu moins de 10%. À fin Q1 2022, bien entendu, là, avec la baisse des marchés crypto depuis mi-2022, ça a certainement bougé, mais je n'ai pas les données sous les yeux. On pourra en reparler si vous en avez besoin. Ça apporte une fonction essentielle, ça permet d'être un refuge quand on veut sortir d'une valeur crypto, d'un altcoin ou d'un des coins majeurs vers un stablecoin pour finalement s'en sortir de l'univers crypto, pour ne pas être fiscalisé, on peut se réfugier sur un stablecoin. C'est très intéressant, ça permet de faire des poches de cash, notamment pour les institutionnels qui ont besoin de ça. Et puis, c'est surtout, ça apporte de la liquidité à tout ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, sur les exchanges décentralisés et sur tout ce qui est prêt-emprunt, qui permet de générer du rendement en crypto. Voilà, on a ces stablecoins qui viennent faciliter les échanges et la liquidité de ces transactions. Donc ça, c'est très important, c'est le gros cas d'usage. Et puis, on voit que c'est finalement assez peu utilisé pour le paiement. Et la raison pour laquelle c'est pas utilisé pour un paiement dans le monde réel, c'est encore une fois parce que il y a 2 choses. Il y a le manque de vélocité, le manque de rapidité de l'enregistrement des transactions sur les blockchains, qui fait qu'on est beaucoup plus rapide avec une transaction carte Visa Mastercard avec 50 000 transactions par seconde, qu'avec un enregistrement blockchain qui peut prendre plusieurs minutes. Donc quand on est à la caisse d'un magasin et qu'il y a la queue derrière vous, c'est très embêtant. C'est difficile pour le paiement. Et puis il y a aussi le fait que le cadre réglementaire est en cours d'évolution dans la plupart des pays, en Europe dans son ensemble, avec des évolutions réglementaires comme MiCA qui entre en vigueur et qui apporte un certain nombre de contraintes et aussi de la réglementation. Donc les PSP, tous ces acteurs réglementés, ils sont un peu attentistes par rapport à ça. Et puis il y a aussi cet aspect de disruption de leur modèle économique qui fait qu'ils veulent y aller, mais ils ne veulent pas y aller trop vite non plus pour pas avoir une érosion de leur marge trop forte sans avoir trouvé un nouveau business model rentable. Donc voilà, pour ces points-là. Mais ça, c'était le parallèle avec le stablecoin dollar, les stablecoins dollars. Et on va suivre un peu le même chemin avec l'euro, bien que
les stablecoins euros aujourd'hui qui existent ont beaucoup moins de volume et beaucoup moins de liquidité que le dollar. On a Circle qui est le gros émetteur de l'USDC aux États-Unis, qui est un stablecoin dollar adossé à du fiat, et qui apporte aussi des solutions technologiques, toute une pléthore de solutions de on-ramp, off-ramp et de trade, et qui permet d'utiliser son stablecoin dans beaucoup de cas d'usage avec des outils. Eh bien, ils ont sorti récemment en 2022 un stablecoin euro, l'euro C, et qui est en circulation avec une certaine croissance, un certain volume, mais qui reste encore assez limité aujourd'hui. Limité pourquoi? Parce que finalement, il y a peu d'usage, et puis parce qu'il faut que ce stablecoin soit listé sur les exchanges centralisés et décentralisés pour pouvoir être échangé. Et pouvoir être utilisé dans le cadre des usages crypto actuels. Donc, ça va mettre un peu de temps à grossir et la liquidité et les échanges, le volume d'échange va mettre un peu de temps à accroître. Une grosse partie de la liquidité de l'euro C est apportée par un acteur français, une belle solution technologique qui s'appelle Angle Protocol, et qui a émis l'AG Euro, qui est Angle Euro. Et Angle Euro est une bonne solution de stablecoin adossé à du fiat, enfin adossé à l'euro, et à des paniers crypto, et qui est garanti par des dépôts des utilisateurs. Donc c'est une plateforme décentralisée que je peux vous montrer rapidement. Vous pourrez aller l'explorer. Je vais vous partager mon bureau, là. Je crois que vous voyez maintenant mon écran. Peut-être que vous pouvez me confirmer dans le chat. On voit donc Angle, app.angle.money. Donc ça, c'est la plateforme Angle qui permet de faire du swap, de l'emprunt, des bridges, de l'on-ramp, off-ramp. Vous pouvez trader avec aussi beaucoup de... Enfin, il y a pas mal de fonctionnalités. Je vais pas aller partout. Voilà, vous voyez, là, il me demande de me connecter avec mon wallet parce que j'ai été déconnecté. Et donc, c'est ça, le Web3 dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc Angle, ils ont émis leur stablecoin. Ils fournissent de la liquidité à Circle et à d'autres. Et ils sont très intéressants à explorer. Ils ont aussi, vous pouvez aller regarder une autre page qui est leur page analytique, donc analytique.angle.money, et qui donne la net asset value, enfin la VL, et qui donne aussi le montant des dépôts le stablecoin supply, donc ça c'est le stock, et puis toutes sortes d'autres données intéressantes pour la stabilité de leur cours face à l'euro. Et le nombre des échanges, voilà le supply qui circule. Donc il y a beaucoup d'informations, là vous voyez, sur ces pages. Je vous encourage à l'explorer. Ils sont vraiment intéressants, ils sont 9 personnes, super techno, voilà, à consulter, à explorer. On est revenu là sur ma présentation. Il y a le LUG. Alors LUG, ça a été le précurseur. LUG, c'est Casino qui a lancé son stablecoin il y a maintenant quelques années et qui l'a lancé dans un cadre réglementé avec des contraintes réglementaires assez fortes au moment du lancement, où la CPR leur a dit « Ok, vous pouvez lancer votre stablecoin euro, mais il faut que vous soyez distribué par un acteur réglementé qu'on connaît. » Et donc, ils se sont adossés à CoinHouse pour distribuer, pour échanger le LUG. Malheureusement, ça a été très restreint, enfin, un environnement trop restrictif, trop contraint, et il faudrait, voilà, il eût fallu qu'il soit listé assez rapidement sur des exchanges centralisés ou décentralisés pour que leur coin soit plus utilisé et circule plus vite, et que voilà, qu'ils puissent en émettre plus et qu'il y ait un usage plus fort.
Ils ont ouvert la distribution maintenant à d'autres supports et ça va grossir, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore été adoptés par un cas d'usage majeur et donc ils ont encore un bout de chemin à faire en termes d'échange et de listing pour y arriver. Société Générale est en train de réfléchir, comme je disais, et travaille depuis un long moment sur ce sujet de stablecoin euro, mais ils sont plutôt sur du B2B, sur de l'intra-bancaire, en fait, des services de banque à banque, sur du règlement livraison, sur tout ça. Et donc, ils sont assez secrets encore sur leurs expérimentations. Si vous voulez en savoir plus, le 7 février à la matinale de la DeFi, à ma table ronde, il y aura Isabelle Martz à 9h du matin et qui s'occupe de ce projet au sein de la SOG et qui pourra en parler plus précisément. Donc, venez en présentiel ou en digital. Voilà, et puis il y a MarketPay qui est lié à Carrefour aussi et qui est très impliqué dans toutes sortes de services de paiement et notamment des expérimentations crypto qui aussi n'est pas en reste sur un stablecoin euro. Donc voilà un peu le panorama. Si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à me contacter, on pourra en rediscuter. On va passer au dernier sujet puisque le temps passe. Dans la présentation, qui est l'euro numérique. Donc l'euro numérique, je vous fais juste un petit point, j'essaie de vous partager du contenu. C'est un énorme sujet au niveau européen. Et donc, je vais passer en quelques slides, vous donner un petit panorama. Donc l'euro numérique, pourquoi ça a été créé? Eh bien, ça répond finalement à un besoin qui vient de la digitalisation de plus en plus forte de notre monde, le monde de la consommation, le monde dans lequel on vit en général, qui fait que beaucoup d'échanges vont avoir lieu dans des environnements purement digitaux et que là-dedans, il va falloir faire des transactions. Alors, on a vu dans Web3 comment on allait faire des transactions en crypto avec des NFT, avec des coins, quels qu'ils soient, et bientôt de plus en plus en stablecoin. Mais se pose toujours cette question de la confiance dans la monnaie de ces échanges. On voit qu'aujourd'hui, les stablecoins, je l'ai dit, ne sont pas tellement utilisés pour le paiement. Et là, la Banque Centrale Européenne a décidé de prendre le taureau par les cornes et de se dire on va créer une monnaie dématérialisée de banque centrale utilisable pour les paiements dans le détail, online ou offline. Ils ont donc mis en place tout un programme sur plusieurs années pour faire ça. Il y a 2 ans d'études, puis 3 ans d'expérimentation qui sont prévus pour un stablecoin euro. Ils ont été aussi challengés par, d'une part, les annonces de monnaie privée. On a vu l'échec de celle de Facebook, de Meta, et puis il y en a d'autres. Et puis il y a aussi les banques centrales de pays concurrents à l'Europe, comme la Chine, qui ont déjà émis et qui sont déjà depuis quelques années en expérimentation. Et voilà, les US y réfléchissent, mais rien n'est sorti encore. L'Europe donc veut une monnaie qui vienne en complément des espèces, qui ne viennent pas cannibaliser les dépôts. Donc il ne faut pas que ce soit trop rémunéré, ou du moins pas plus que les dépôts en banque. Il ne faut pas déstabiliser le système monétaire tel qu'il existe. Au contraire, il faut renforcer sa stabilité et renforcer la circulation et les usages. Il va falloir créer des synergies avec le secteur des paiements, que ce soit la distribution des services de paiement par les banques ou que ce soit l'émission. Donc ça, c'est un autre objectif. Et puis, il faut soutenir la numérisation de l'économie européenne dans son ensemble, justement pour pouvoir échanger avec une monnaie digitale plus facilement dans ce monde numérique. Il faut pouvoir garantir un accès à la monnaie de banque centrale dans tous les environnements, donc dans ces environnements numériques. Éviter les risques de solutions de paiement non réglementées, donc les fameuses solutions privées, qui pourraient avoir tendance soit à qui posent d'autres soucis, notamment le respect de la vie privée, de la donnée personnelle.
Et puis, il faut surtout éviter qu'on ait des monnaies étrangères qui viennent prendre cette place dans les mondes digitaux et le monde numérique dans lequel on va vivre de plus en plus, et que finalement l'euro ne retrouve pas sa place une fois qu'il se sera fait déloger par un first mover. Voilà les objectifs de cette monnaie digitale. Donc, en 4 points, en 4 questions, pourquoi faire, à quoi ça sert, quels sont les bénéfices pour les utilisateurs, quel est le rôle des banques et quelle est la technologie. Donc, on a bien vu qu'il y avait eu un monde de plus en plus digital, donc des besoins et des attentes pour un paiement électronique rapide. On a vu le frein à l'adoption des stablecoins qui étaient les blockchains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il faut que ça aille plus vite, sinon on ne pourra pas s'en servir comme moyen de paiement. Et plus sûr, donc la question de la confiance dans la stabilité et dans la monnaie émise par une banque centrale. Ça permettra de favoriser l'innovation. Donc ça, c'est bien entendu, quand on parle d'une monnaie digitale ou numérique, eh bien, on peut la programmer, on peut automatiser des paiements, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire avec du cash. Donc, il y aura de l'innovation, certainement, qui va émerger de tout ça. Et puis, voilà, c'est une alternative digitale aux espèces pour accompagner la numérisation du monde dans lequel on vit et qui est en cours et qui est inarrêtable, inévitable. Les bénéfices pour les utilisateurs, eh bien, c'est cette fameuse confiance dans une monnaie de banque centrale par rapport à une monnaie privée. Donc, on a vu Terra qui a explosé en vol. Ça pourrait se reproduire. On a vu Meta qui a explosé avant sa naissance, qui était mort-né. Voilà, il y a le respect de la vie privée. La Banque centrale européenne, elle a aucun intérêt pécunier à venir utiliser les données privées des citoyens européens, contrairement aux émetteurs privés. Et puis, il y a cette fameuse notion de stabilité, de fiabilité qui existe pour la monnaie fiduciaire et qui va exister pour l'euro numérique. Le rôle pour les banques, donc bien entendu, il ne s'agit pas de détruire le système en place qui fonctionne relativement bien pour faire circuler l'argent émis par les banques centrales jusqu'à dans les poches des particuliers pour financer leur vie et pour qu'ils puissent payer leur vie. Il s'agit au contraire que, comme pour les espèces, cet euro digital, l'euro numérique, soit distribué par les banques et il soit géré en termes de retail par les banques. Donc ça, il va falloir que les banques y aient un intérêt, qu'elles se rémunèrent là-dessus. Il ne faut pas non plus que ça phagocyte les dépôts bancaires de l'argent des gens. Il faut au contraire que ça les renforce. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont à l'étude et la phase d'expérimentation en cours va permettre de faire un peu d'ordre là-dedans. Bon, ce sera une monnaie, l'euro numérique, qui sera émise par la Banque centrale européenne et donc pas par les banques elles-mêmes. Là, on sait qu'il y a beaucoup d'émissions, enfin, une grosse partie de la masse monétaire actuelle est émise par les banques. Ça, pas beaucoup de monde ne le sait, mais c'est le cas. La monnaie scripturale. Et là, ça ne va pas être le cas. Ça va être comme les espèces centralisées auprès de la Banque centrale. Le choix de la technologie sous-jacente, il n'est pas fait. C'est un espèce de gros flou aujourd'hui encore dans tout ce qui est publié par la Banque centrale. Ils n'ont pas arrêté leur choix sur... donc l'émission va être centralisée, mais la techno, elle l'est pas forcément. Donc ils étudient des blockchains plus ou moins centralisées, des blockchains de la DLT, justement blockchain décentralisée. Ils regardent aussi d'autres technos, mais ils n'ont pas fait de choix. On atteint une phase là dans le prototypage qui va permettre justement d'étudier de près plusieurs technologies. Donc où est-ce qu'on en est? Donc ce projet, il a démarré en juin 2021. En octobre 2021, il y a eu l'idée de passer à une phase d'études sur 2 ans, donc d'octobre 2021 à octobre 2023, une phase d'études sur la réglementation, le juridique, le design, les options de design de cette monnaie,
de distribution, voilà, de gestion de tout ce qui est fraude, de lutte contre le blanchiment, etc. Les questions aussi d'anonymat, de respect de la vie privée, les mécanismes de transfert dans le système bancaire actuel et en dehors, et sur les plateformes. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles sont à l'étude pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, en octobre 2023, on va passer dans une phase d'expérimentation avec des vrais cas d'usage. La phase de prototypage dans laquelle on est aujourd'hui, elle a démarré. Il y a eu un choix fait fin 2022, en septembre, il me semble, par la Banque centrale. Il y a eu donc un mini appel d'offres fait, c'est pas des travaux payants, hein. Les acteurs ne sont pas rémunérés pour ça, mais cette phase d'expérimentation et de prototypage, elle a permis de sélectionner 5 cas d'usage, donc le P2P pour des paiements online, pour des paiements offline. Donc là, c'est du transfert de wallet à wallet pour des paiements en magasin ou online. Donc CaixaBank pour le online, Worldline pour le offline. Il y a aussi un autre cas d'usage qui est le point de vente, donc en point de vente initié par le payeur. Donc là, c'est un paiement initié par le payeur, et là, c'est EPI qui est European Payment Initiative qui fait ça. Le paiement initié par le magasin, le commerçant, la boutique. Et là, c'est Nexi, un acteur que je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps de me renseigner. Et puis Amazon, qui a créé la polémique pour tout ce qui est e-commerce et paiement offline. Beaucoup de gens, dont moi, on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que la Banque centrale européenne faisait appel à des acteurs non européens pour cette phase de prototypage d'expérimentation qui pourra orienter très certainement les choix technologiques et nous remettre entre la main d'acteurs étrangers, alors que justement cet euro numérique vise à renforcer la souveraineté monétaire de l'Europe et éviter d'être pris en otage, comme on a pu le voir avec les Russes et la guerre en Ukraine, une prise d'otage avec les sanctions sur le SWIFT, sur les transactions bancaires, etc., par les Américains. Donc, pour éviter ça, il faudrait quand même que l'Europe soit souveraine sur les technologies sous-jacentes de la circulation de son euro numérique. Polémique, débat, voilà, et prise de position. Les prochaines étapes sur là où on en est aujourd'hui, c'est test and learn pendant 3 ans à partir de octobre 2023. Et puis, bien entendu, il y a tout un volet juridique pour faire passer et évoluer le cadre réglementaire européen pour permettre la circulation de cet euro numérique. Je vais accélérer un petit peu. Donc, le pour et le contre. Donc, on a ce qui va bien, c'est qu'on a un calendrier ambitieux que je viens de vous présenter. C'est gratuit pour les besoins de paiement de base des Européens. Une alternative au paiement en espèces dont on va vraiment avoir besoin de plus en plus dans les environnements et les univers numériques et digitaux dans lesquels on va évoluer. C'est un nouveau mode de paiement pour les commerçants et les PME qui peut aussi apporter une réduction des coûts par rapport aux transactions cartes, parce que ça peut chiffrer fortement pour les... Enfin, voilà, c'est un coût élevé pour les commerçants, donc ça peut réduire, peut être intéressant pour les particuliers comme pour le commerce. Et puis un potentiel d'automatisation de certaines transactions en s'appuyant sur une identification forte de la personne qui a besoin d'être payée ou qui a besoin de payer. Mais là, on bien entendu l'utilisation du numérique pour automatiser, pour programmer les paiements. Les interrogations, c'est quelle techno, bien entendu. Aujourd'hui, on a vu que les choix, notamment d'Amazon, pour l'expérimentation, le prototypage, étaient faits sur la base de vraiment sur des critères techniques finalement, et que la prise en compte du volet politique, donc de la souveraineté, n'était pas au rendez-vous. Et c'est une question. On se demande pourquoi. Voilà, comment va être protégé l'anonymat sur les petites transactions, comme le cache aujourd'hui.
sans que ça pose des problèmes de blanchiment. Donc ces questions-là ne sont pas résolues. La baisse des coûts des transactions, c'est le principal attrait, mais est-ce que ça va être au rendez-vous? Ça va dépendre de la techno, ça va dépendre de plafonds, de toutes sortes de contraintes qui vont être imposées par les banques, pour pas non plus détruire le système actuel. Et puis, comment protéger les dépôts? Voilà, donc est-ce que cet euro numérique va être rémunéré? À quel niveau par rapport aux dépôts bancaires? Etc. Donc, tous ces points-là, ce n'est pas élucidé, c'est très flou. On n'y connaît pas grand-chose. Donc, on refera des webinaires dans le temps, j'en referai pour vous mettre à jour là-dessus. Voilà, bon, j'ai fait le tour. On est un petit peu, il nous reste 10 minutes pour prendre quelques questions. Je veux juste vous donner 2 points. Donc, mon offre de service, elle vous permet de vous appuyer sur une expertise produit et réglementaire au moment de la conception de votre offre et de l'augmentation de votre proposition de valeur grâce au paiement, grâce aux cryptos, grâce aux solutions innovantes de financement. Ensuite, sur la mise en œuvre, le choix des partenaires, des prestataires, voilà, je peux vous aider à faire les bons choix qui sont très structurants. Et puis, sur la mise en marché, eh bien, avant la mise en marché, il y a toutes sortes de processus internes à mettre en place, que ce soit pour des raisons de conformité ou des questions opérationnelles. Et là aussi, je peux vous aider là-dessus avec mes partenaires et les consultants avec qui je travaille. Ensuite, on peut faire un transfert de connaissances, de compétences. On peut même aller jusqu'au développement, vous montez des équipes de dev. Je voudrais aussi vous parler d'un dernier sujet qui est plus fun avant de conclure. C'est que je me suis dit que tous ces sujets-là, c'était bien sérieux. Dans le monde des fintech, on n'a pas beaucoup de moyens de s'amuser ensemble. Et donc, j'ai pris le parti de monter un événement sportif et caritatif qui est la FinTech Cup, qui aura lieu à la Trinité-sur-Mer du 6 au 8 octobre. C'est une régate pour les fintechs et par les fintechs. Je vous invite à me contacter. Vous avez une adresse email qui est contact@fintechcup.org. Vous ne voyez pas très bien, mais c'est ça. Ou bien vous me contactez directement pour soit monter un équipage si vous êtes une fintech, soit sponsoriser si vous voulez rayonner dans cet environnement. Sur un événement sportif, amical, amateur et fun. Voilà, donc je partage avec vous ma passion pour la voile et j'espère que je vais la partager avec tout le monde des fintechs. Voilà, bah, on a fini. Je vais essayer de rapidement prendre quelques questions parce qu'on doit libérer la salle dans... oui, c'est sur Grand Surprise, Eric. Donc, on pourra, ravi d'échanger avec vous. Là, à date, je vise à peu près 15 bateaux pour l'événement. Là, j'en ai 6 ou 7 déjà d'inscrits. J'ai déjà des gros sponsors qui veulent prendre position et qui veulent aussi participer à l'événement caritatif. Je vais reverser 60 € par participant et par accompagnateur et par sponsor à l'Institut du cerveau. Et c'est Olivier Goua, qui était mon concurrent, qui est devenu ami, relations professionnelles dans le monde du financement des entreprises quand j'ai créé Crédit.fr, et avec qui je suis resté en relation et qui se bat contre la maladie de Charcot et qui aussi lève beaucoup d'argent pour l'Institut du cerveau pour favoriser la recherche. Donc, je me suis dit que cet événement était un bon moyen de lever de l'argent et j'espère lever entre 7 500 et 10 000 € pour l'Institut du cerveau grâce à la régate. Donc voilà, il y a cet aspect caritatif qui est important. Voilà, les questions. Donc il faut que je remonte le fil du chat pour y répondre. Il y a eu pas mal d'échanges. Je reprends les questions. Comment feront les retail et e-players pour encaisser des stablecoins? C'est toute la question du on-ramp, du off-ramp. C'est toute la question aussi du travail que font les PSP pour justement permettre des paiements en magasin, en euros et en stablecoin. À travers le boulot qui est fait par les émetteurs, enfin les scheme cartes et les émetteurs de cartes. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une carte Visa. Par exemple, si vous prenez une carte crypto.com ou une carte de toutes sortes d'autres acteurs, vous pouvez avoir une carte Visa qui a des wallets crypto dessus et qui peut vous permettre soit de dépenser directement ces cryptos, soit de les convertir à travers Visa ou Mastercard, les convertir ou à travers l'émetteur de la carte,
en monnaie fiduciaire pour pouvoir le dépenser. Et ça se fait instantanément, automatiquement. Et donc, votre carte Visa, votre carte de paiement, maintenant, elle peut aussi vous permettre d'utiliser des cryptos. Ça, c'est déjà le cas. Euh, voilà, il faudrait qu'ils aient un banquier acquéreur pour traiter ce moyen de paiement. Oui, bien entendu. Donc là, c'est effectivement le travail des banquiers acquéreurs, des PSP, qui doit être fait. Donc, ils ne sont pas encore là, ils ne sont pas encore prêts, mais ça vient, c'est en cours. Un SaaS lui permettrait d'encaisser sur un site possible. Je ne comprends pas très bien la question, Thierry. Je passe, mais n'hésite pas à me contacter pour en reparler. Comment feront les retail e-players pour encaisser? Ça, j'ai répondu. À mon sens également, en France, la France est trop restrictive aujourd'hui pour permettre de gérer une compatibilité crypto et on s'arrache les cheveux. Oui, on s'arrache les cheveux, mais il vaut mieux un cadre réglementaire existant que pas de cadre du tout si on veut favoriser les paiements. De toute façon, voilà, il faut que ce soit réglementé, encadré, sinon il y aura beaucoup trop d'arnaques et de fraudes. Maintenant, c'est à quel niveau? Effectivement, c'est restrictif. MiCA, la réglementation européenne qui va entrer en vigueur, va apporter encore plus de restrictions. Voilà, mais ça, c'est toujours le problème de l'Europe par rapport et de la France par rapport à d'autres pays, c'est qu'on on restreint très très fortement dès le départ, quitte à alléger par la suite, mais souvent l'allègement ne vient jamais et ça finit par tuer l'innovation et le développement des marchés. Et c'est voilà, c'est un problème auquel on est confronté. Les régulateurs font beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour essayer d'éviter ça, mais ça reste très présent. Donc pas un euro numérique de banque centrale via le système bancaire. Oui, si, ça sera accessible via le système bancaire. Ce qui va se passer, c'est que la distribution de cet euro numérique et sa collecte et les dépôts vont être faits par les banques pour le grand public. Donc c'est eux qui vont émettre les wallets finalement. La grosse question, c'est est-ce qu'il y aura un protocole, est-ce qu'il y aura un wallet commun, une technologie commune? Là, c'est pas du tout élucidé tout ça. Est-ce que les banques vont pouvoir créer de la valeur sur ce wallet pour apporter des services complémentaires qui leur seront propres et qui leur permettra de capter de la marge ou d'apporter plus de services et de la rémunération à leurs clients? Donc, tous ces points-là, ce n'est pas du tout encore au point. Ça fera l'objet de la fin de l'expérimentation en 2023, fin Q1. Ensuite, des cas d'usage qui vont être mis en œuvre pendant les 3 ans suivants. Donc, c'est pas dans la question là de Florian, c'est l'euro numérique de la BCE n'apporte pas de solution de paiement crypto. On est bien d'accord, c'est pas une crypto, c'est une monnaie de banque centrale qui est émise. Donc, c'est vraiment l'équivalent des espèces, des pièces et des billets, mais en forme numérique. C'est une monnaie de banque centrale, c'est pas une crypto volatile. Elle va avoir un cours qui va être complètement identique à celui de la monnaie fiduciaire et qui va être affecté par les marchés tel que c'est le cas aujourd'hui. Voilà, l'équipement, commerce, voilà, tout ce qui est équipement pour que ce paiement puisse être utilisé dans le commerce, ça va venir des acteurs en place, ça va venir des prestataires de services de paiement, des PSP qui aujourd'hui font l'acceptation des paiements, qui émettent les terminaux de paiement. Et ça va être assez rapide. Ils vont s'y mettre et ils vont être obligés de s'y mettre de toute façon quand l'euro numérique sera là. Mais ils s'y mettront avant. Ils vont accepter des stablecoins très, très rapidement, je pense. Un peu comme les émetteurs de cartes et les skim cartes ont bougé rapidement et aujourd'hui permettent de gérer des cryptos sur les cartes. L'acceptation des paiements va aussi évoluer assez vite dès 2023 là-dessus. Voilà. Je dois quitter la salle dans 2 minutes. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à nouveau une très belle année. Et puis, donc Florian, Oscar, je vois que vous avez réagi à la régate.
Eric, je compte sur vous. Prenez contact avec moi. Mon objectif, c'est d'atteindre 10 bateaux avant fin janvier. J'en ai 6-7 aujourd'hui, 6 de confirmés. Je voudrais atteindre 15 bateaux avant fin février. Et c'est ça qui va me permettre de verrouiller les sponsors qui sont déjà assez excités par le sujet. Donc, je compte sur vous pour diffuser l'info, faire passer mon petit flyer que je peux vous transmettre avec les packages de sponsoring et le prix des bateaux. Et puis surtout pour être là sur l'eau, pour qu'on rigole ensemble pendant 3 jours. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Je fais le suivi, je vous envoie un petit mail de suivi, je vous envoie le replay et je vous donne rendez-vous le 2 février pour une nouvelle conférence de mon cycle de masterclass. Le sujet sera dévoilé dans les jours qui viennent. Mais je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à 11h30 le 2 février. Bonne journée à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.